bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Et bien aujourd'hui on va parler du monde nouveau. Et oui, ce monde qui est en train de se préparer, le monde de demain. Alors plutôt que de regarder les prophéties et de prophétiser les interprétations des prophéties que nous faisons, plutôt que de voir au loin ce qui est flou, regardons ce qui est près, ce qui est proche par le passé, proche par le futur. Et donc on va parler de cybernétique. Ouais, mais on parle pas des écritures bibliques, Luc. Il faut parler de la Bible, il faut utiliser la Bible, il faut parler des prophéties, celles de Daniel. Mais oui, il vaut mieux croire aux prophéties énoncées dans la Bible et du peuple juif plutôt que de croire des religions extérieures. Ben oui, mais c'est que Jésus nous a donné à nous, l'humanité, le moyen de comprendre son salut. Et si Jésus-Christ était le cyborg ultime? Adieu la maladie, adieu la mort. Voilà ce qu'assurent les prophètes du transhumanisme. Grâce au clonage, aux nanorobots, aux prothèses, nous vivrons tous bientôt comme des dieux. Les chrétiens se détournent d'ordinaire de ce rêve qui ressemble à un cauchemar, mais ils devraient plutôt s'en mêler. C'est le pari de Dominique de Gramont, qui tente dans ce livre foisonnant, donc je mettrai cette couverture pour que vous puissiez le regarder, foisonnant de faire dialoguer le christianisme et le transhumanisme, s'appuyant sur René Girard, comme sur Teilhard de Chardin, questionnant sans relâche les scientifiques américains qui nous promettent une existence délivrée de souffrance. Il fait fusionner des pensées qu'on aurait cru irréconciliables. Un livre étonnant, paradoxal et salutaire. Alors effectivement, c'est vrai que de plus en plus, notre terre, je ne sais pas si vraiment, lorsqu'on n'arrête pas de dire qu'on ira dans ce monde nouveau, en tout cas sur une autre terre, un autre ciel, puisque après tout dépend si on parle du protestantisme, tout dépend si on parle du catholicisme, tout dépend si on parle de nous. C'est vrai que dans la grande majorité des croyants, cette terre disparaîtra, le ciel disparaîtra pour être remplacé, pour qu'on vive près de Dieu, puis les autres mourront. Ou pour certains, comme le catholicisme, vivront en enfer, un enfer choisi de leur part. Donc le monde nouveau qui nous est proposé aujourd'hui, c'est un monde transhumanisme. Pour réussir à concevoir ce monde, ce paradis, la nécessité est de détruire toute empreinte créationniste. Le vocabulaire a son importance, je le dis, je le répète. Et d'une époque à l'autre, son langage vernaculaire doit être radié de la pensée humaine. Par exemple, on vous dit que la France, aujourd'hui on vous dit que la République est multilingue, multiculturaliste ou autre. À l'époque de nos bons rois, il y avait une langue vernaculaire. Et après, la langue française a été une langue nationale. Vous voyez ? Ce qui n'empêchait pas d'avoir une langue vernaculaire et d'être français. Donc ce que nous propose, ou ce que veut nous montrer la République, n'a rien de sorcier, puisque ça existait bien avant elle. Pour définir une famille mondiale, ce que veut la République, il est nécessaire de radier aussi l'anthropologie. L'anthropologie, donc j'avais dit, c'est une science située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles qui étudient l'être humain, et les groupes humains sont tous sur tous leurs aspects, à la fois physiques, anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc. Et culturels, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier, social, religieux, linguistique, psychologique, géographique, etc. Chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle, l'anthropologie constitue une monographie sur le genre Homo qui décrit et analyse les faits anthropologiques, c'est-à-dire caractéristiques de l'homonisation et de l'humanité. Alors le transhumanisme est un ensemble de techniques et de réflexions visant à améliorer les capacités humaines, qu'elles soient physiques ou mentales, via un usage avancé de nanotechnologie et de biotechnologie. Qu'il s'agisse de rendre la vue à une personne non-voyante, de faire marcher un homme paralysé, avec des prothèses animées via un processeur
ou encore de stimuler le cerveau pour lutter contre la maladie de Parkinson. Les travaux se multiplient dans de nombreux domaines pour améliorer les conditions de l'homme. Effectivement, je veux dire, si moi demain je suis amené à perdre ma vue et qu'on puisse faire le nécessaire pour que je puisse voir, effectivement que je vais dire oui. Si demain je me retrouve en situation d'handicap, voire même en fauteuil roulant, qu'on me propose de pouvoir remarcher grâce à des capteurs ou des systèmes et autres, bien sûr que oui. Je ne me vois pas dire non, je ne me vois pas refuser. Alors, toutefois, les réflexions sont quand même poussées bien plus loin, et pour les fervents défenseurs du transhumanisme, les maladies, les limites de l'homme ou même la mort sont des éléments indésirables que l'on se doit de gommer. Suite à cette nouvelle alliance avec Jésus, le laïc tente de détruire aujourd'hui, le laïc d'aujourd'hui tente de détruire l'anthropologie en vue de conduire l'humanité vers un transhumanisme. Le mot trans, d'ailleurs, va trouver plusieurs orientations, on le voit. La science moderne a su puiser, on le dit, dans le savoir de nos anciens pour adapter sa technologie. Et aujourd'hui, ces accès nous sont en partie fermés. Alors vous allez me dire quel rapport avec Jésus? Réfléchissez. Quel rapport avec Jésus? Si l'humanité devient immortelle, puisque l'immortalité sera proposée par le transhumanisme, la mort de Jésus n'a plus lieu d'être, son sacrifice non plus n'a plus lieu d'être. Jésus rentrera un petit peu dans quelque chose, dans une mythologie biblique. Il est vrai que la Bible s'attache à l'homme mâle et femelle, c'est ce qu'il nous est dit. Aujourd'hui, de plus en plus sont dans le questionnement pour concevoir si l'esprit correspond ou non au corps de naissance. Certains préfèrent dans ce cas se rejeter ce qui sont les Écritures. Si je vais sur le site LGBTQ+, par exemple, nous on est considérés comme des cisgenres. Pourquoi? Puisque dans leur définition, je dis bien leur définition, personne dont le genre officiel, celui qu'on lui a assigné à la naissance, correspond au genre ressenti. Il s'agit par exemple d'une femme qui, lorsqu'elle est née, a été identifiée comme fille et qui se reconnaît dans ce genre. Pareil pour les hommes. Par contre, un ou une trans est une personne dont le sexe biologique assigné à la naissance de façon binaire, sur la simple observation de ses attributs masculins ou féminins, ne correspond pas à son identité de genre. C'est le contraire de ce que nous ressentons. Donc, effectivement, les émissions, comme C'est mon choix, a collaboré à l'essence du transhumanisme. Les films de Star Wars, également tout ce qui pourrait avoir des changements, dans les films de science-fiction et autres, sont des films, comme je dis, l'émission C'est mon choix, sert à préprogrammer l'être humain. C'est mon choix, je fais comme j'entends. En fait, on codifie le libre arbitre de la personne en le cyberisant mentalement, tout simplement. Alors le cyborg, est-il notre avenir? Alors selon Franck Damour, parlez-vous cyborg? Vous devriez apprendre, car nous sommes en voie de cyborgisation. Le cyborg est hybride, à la différence du robot. Entièrement artificiel et simple répétiteur, le cyborg est un être autonome, mixte d'humain et de mécanique, symbole de cette indifférenciation entre l'homme et la machine qui hante notre imaginaire du plus ou moins Frankenstein. Mais si longtemps l'inquiétude a porté sur la capacité des machines à devenir humaines, on essaye de faire que les machines deviennent humaines. À présent, elle touche plutôt notre capacité à devenir des machines. Vous voyez? La technisation accélérée du corps par la multiplication des prothèses mécaniques, chimiques ou génétiques, par l'impact des technologies de communication ou de reproduction sur le développement même de notre corps et de notre psychisme. Déformation, stress, maladie. Multiples questions et défis qui conduisent certains à prophétiser la fin de la différence homme-machine. Dans cette littérature, un essai de Donna Haraway, biologiste, historienne des sciences et féministe, est devenu un texte mystique, le Manifeste cyborg.
La façon dont nous sommes éduqués nous forme, hein, et nous fait apparaître un monde. Mon monde à moi, vous avez le vôtre, chacun vit dans son monde quelque part, bien que nous soyons quand même dans un monde qui est clos. Hein. Et ce qui constitue à ce monde, ce qui fait apparaître notre avenir, c'est notre éducation. En fait, cette éducation que nous avons reçue. Donc lorsque ces esprits, avant le déluge, moi je pense aux anges venus sur Terre, hein, qu'ont-ils laissé dans la mémoire de nos ancêtres humains? Ah oui, parce qu'ils ne sont pas venus comme ça, puis ils sont partis, ils sont restés jusqu'au déluge. Hein, ces Néphilim. Qu'ont-ils partagé dans le cadre des connaissances qu'ils avaient avec leur père, c'était quand même à la base des anges qui se sont matérialisés. Donc forcément, il y a eu des connaissances qu'ont reçues les Néphilim par rapport à l'essence même, à la nature même de leur père, qui étaient des esprits. Et puis après le fait d'avoir eu des rapports, qu'est-ce qui s'est mélangé avec le gène humain pour obtenir des Néphilim? Donc est-ce qu'on peut penser que c'était du hasard? C'est pour ça que je dis bien que notre culture gréco-romaine est quand même liée et née à partir des écritures de la Bible. Ou en tout cas, il y a une histoire cohérente. Alors, c'est vrai que on peut dire que les civilisations actuelles ne sont pas des civilisations qui sont nées par hasard. Tout cet imaginaire qui est planté dans la racine humaine est bien réel. C'est moi qui le dis. Alors quelle est la place de l'homme dans ce monde où la nature devient une marque déposée? Il s'agit d'une question globale qui touche l'éthique, au statut du savoir et au système économique. Haraway la pose de façon radicale, pas seulement à hauteur des effets des techniques, mais à la racine même, là où la science se fait. Dans le cadre, il a surtout analysé l'étude des primates et les théories sur les premiers humains au lieu de production de récits des origines. Alors pour penser cette situation nouvelle, le cyborg, ce mythe politique ironique, apparaît d'une efficacité redoutable. Le cyborg est la frontière entre l'humain et l'objet. Eh oui, quand on disait qu'à un moment donné, la GPA et la PMA, pour beaucoup de personnes chrétiennes, catholiques, disaient que l'enfant devenait un produit. Il n'avait plus d'identité, c'était juste un produit, un achat. On l'achète. Et c'est là qu'on passe entre l'humain et l'objet, ça donne à réfléchir, mais aussi entre la nature et la culture, il est même au-delà des identités fixes. On le voit, effectivement, LGBTQ+, où des personnes sont dans le questionnement du corps humain, comme le sexe. Armés du mythe du cyborg, les femmes et les hommes devraient enfin parvenir à se dénaturer, c'est-à-dire à altérer leur nature, bien sûr. Faisant voler en éclats les dualismes, que moi je défends. Vous vous rappelez, quand j'ai dit le bien et le mal, c'est un dualisme, mais de même essence, et non une séparation. Et bien voilà, faisant voler en éclats les dualismes, nature, culture, esprit, corps, soi, hôte, mâle, femelle, vrai, faux, etc. Le cyborg est une sortie des grands récits occidentaux, récits du progrès et du salut, tous liés de la matrice biblique. Tous liés de la matrice biblique. En dérivant autrement les récits de l'origine, les auteurs cyborgs subvertissent les mythes fondateurs de la culture occidentale, à commencer par la différence sexuelle. Une fois devenu mécanique, plus besoin d'armes, c'est vrai, pour vivre. Puisque, pourquoi avoir besoin de respirer, puisque vous serez mécaniquement alimenté autrement? Plus besoin de manger de la viande, puisque vous n'aurez plus besoin de ce genre d'alimentation non plus. Plus besoin d'eau. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Eh oui, dans un corps nouveau. C'est ça le monde qui est proposé. Plus de soucis atmosphériques. Donc le transhumanisme, c'est quoi? Eh bien, c'est un courant de pensée laïque. Vous voyez, laïque. Qui cherche à améliorer la condition humaine, à accélérer l'évolution de la vie intelligente grâce à la science. Les transhumanistes considèrent en effet la mort, le vieillissement et la souffrance comme des tares que les nouvelles technologies peuvent enrayer. Le but est de transformer l'homme en un être aux facultés mentales, physiques et cognitives améliorées, inspiré par les quêtes d'immortalité de récits antiques et la philosophie des Lumières.
Le transhumanisme naît dans les années 1950, popularisé par le biologiste Julian Huxley, frère de l'écrivain Aldous Huxley. Des années 1960 aux années 1990, plusieurs auteurs et philosophes écrivent sur les futures améliorations possibles de l'être humain, comme le futurologue Feridun M. Effandiari, Robert Estinger ou encore Natasha Vita-More. Le mouvement se concrétise et se structure dans les années 1980 en Californie. Les idées partagées par les transhumanistes sont aussi présentes dans l'art et la culture populaire. Livres, films et bandes dessinées traitent depuis longtemps des liens de plus en plus étroits entre l'homme et la technologie, dans laquelle, de toute manière, vous allez être codifié, où on va imprégner votre pensée, qui ne seront plus les vôtres d'ailleurs, pour en partie. Aujourd'hui, le mouvement transhumanisme est soutenu par Google, qui investit massivement dans certains domaines, comme la biotechnologie ou l'intelligence artificielle. Au fil des années, plusieurs autres courants de pensée et opinions, comme l'estropianisme, la technogaïanisme et le transbiologisme, ont dérivé du transhumanisme. Alors quels sont les dangers, transhumanisme? Le transhumanisme, c'est simple. Le transhumanisme a soulevé au cours des temps quelques controverses et subi plusieurs critiques, qu'elles soient d'ordre moral ou pratique. Parmi celles-ci, on peut noter la peur de l'ordre naturel des choses et la croyance que la technologie peuvent être source de bonheur. La peur de la mort, bien sûr, et de la vieillesse est au cœur de la pensée transhumaniste. Le corps y est vu comme une imperfection, devant être réparé au lieu d'être accepté pour ce qu'il est. Et oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes, si on le voit dans la scarification, dans le tatouage, dans le fait de vouloir changer sa personne, son identité, de refuser que son ressenti n'est pas de se reconnaître comme un homme, ou plutôt comme une femme, ou plutôt... Vous voyez, tout ça, ça a amené à avoir des grands changements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la technologie permet aussi à avoir ces changements. C'est un certain nombre de personnes. Est-ce que pour certains ou non, ça leur fait du bien? Est-ce qu'ils se sentent mieux après? Faut leur poser la question. Je ne peux pas répondre pour les autres. Donc le corps y est vu comme une imperfection, devant être réparé au lieu d'être accepté par ce qu'il est. Donc on voit comme il y a un mépris du corps. Il y a quand même un mépris du corps. Vous voyez, aujourd'hui, on a un mépris de cette matière. Dieu nous a créés avec un corps, et nous avons le mépris de ce corps. Et d'ailleurs, on a l'impression que depuis que Jésus est venu, tout ce qu'on attend, c'est qu'il revienne. Et qu'il revienne, moi je le vois dans l'organisation, il faut que Jésus revienne absolument, et puis qu'on se débarrasse d'un certain nombre de matières qui ne nous serviraient pas pour... Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? On est imparfait. Alors, l'être humain pourrait se voir contrôlé, ça c'est important, l'être humain pourrait se voir contrôlé par la technologie et ses droits fondamentaux pourraient être bousculés. De plus, dans une société toujours plus inégalitaire, on peut facilement imaginer que les gens se retrouvent obligés de modifier leur corps pour rester compétitifs et trouver du travail. Ça existe déjà, il y a des gens qui vous voyez, moi j'ai les cheveux comme ça, il y a des gens ils se teignent les cheveux pour pas qu'on voie qu'ils ont vieilli. Ils vont tout faire pour se gommer des traits du visage pour montrer qu'ils n'ont pas vieilli. Ils vont jouer sur leur apparence. Donc au lieu de diminuer les différences sociales, le transhumanisme pourrait avoir l'effet inverse et creuser l'écart toujours plus grand entre les classes, entre les plus riches qui pourraient se permettre de vivre mieux et plus longtemps, et puis les autres. Parmi les autres critiques faites au transhumanisme, on peut aussi évoquer une possible dérive vers la discrimination génétique, une forme de paresse intellectuelle et une idolâtrie de la technologie. De nombreux scientifiques s'opposent aussi au transhumanisme, y voyant un ensemble de fantasmes prométhéens cachés derrière une imposture scientifique. Comment le transhumanisme pourrait-il transformer notre société? Si les conséquences sociales du transhumanisme sont difficiles à prévoir, les récentes
avancées scientifiques et les directions prises par la recherche en biotechnologie et nanotechnologie moléculaire, par exemple, donnent une idée plus complète des transformations possibles engendrées par le transhumanisme. Les transhumanistes s'imaginent dans un futur plus ou moins lointain. Il faut toujours qu'ils percent quand on fait quelque chose, c'est incroyable. Il est bien de vouloir citer, alors c'est vrai des écritures, mais alors aussi de la Bible, hein, bien sûr, on espère comprendre des événements prophétiques. Hein. Je m'accorde à penser que la complexité, moi, est de préférer comprendre notre société actuelle, hein, car l'homme d'aujourd'hui a fait un monde clos. Hein. Pour savoir quel est le sens de la mythologie, ce n'est pas, je dirais, de l'interpréter sans savoir quel est son sens, c'est plutôt d'utiliser précisément de ce qu'est la mythologie pour lui donner un sens. Voilà, moi je m'autorise à cette vie par ce mystère qu'est la mythologie, hein, un petit peu comme le vent dans la voile. Voilà, donc j'espère que, que vous aussi, vous pourrez développer vos idées, laisser des commentaires. Hein. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut se dire aujourd'hui, effectivement, le transhumanisme est en train d'avancer à grande échelle, de toute manière de plus en plus vite, et elle trouvera toujours des cobayes. Et malheureusement, moi-même, je peux être ce genre de cobaye. Il nous arrive un problème de santé. Je discutais justement avec une collègue qui me disait, eux, c'est pas Dieu, Dieu prolongera notre vie, qu'eux, ils peuvent pas. Mais si, il prolonge déjà notre vie. Quelqu'un qui est censé mourir, on lui met un pacemaker, ça lui permet de vivre un certain nombre d'années. Si moi je devais être dans ce cas, j'accepterais. Hein, à moins que vous vous suicidez. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.